esclaves noirs horriblement mutilés. Face à l'atroce réalité de l'esclavage, Candide comprend que l'optimisme n'est que la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. Tandis que Cacambo part racheter Cunégonde à Buenos Aires, Candide s'embarque pour Venise avec un nouveau compagnon de route, Martin, savant pauvre, qui est convaincu de la prédominance du mal sur le bien. Pendant la traversée, Martin, exact opposé de Pangloss, va exposer à Candide sa vision pessimiste du monde. Après plusieurs détours et autres aventures, ils arrivent enfin à Venise et attendent en vain Cacambo et Cunégonde. Profitant de cette escale, Candide rencontre le seigneur Prococourante, noble vénitien, comblé par la fortune et qui a la réputation de n'avoir jamais eu de chagrin. Mais si notre jeune héros s'émerveille de la personnalité de son hôte, il s'avère en fait que Prococourante n'est pas plus heureux que les autres. Blasé par tout ce qu'il possède, il ne sait plus jouir d'aucun plaisir. Après leur départ de Venise, Candide et Martin croisent sur leur chemin Cacambo, qui est devenu esclave. Plus tard, à Constantinople, nos deux amis retrouvent Pangloss et le frère de Cunégonde, qui n'était pas mort comme avait pu le penser Candide. Mais notre ami n'a toujours pas retrouvé celle qui poursuit de son amour à travers le monde depuis le début. C'est en Turquie, sur les bords de la mer de Marmara, que nos deux amants vont être réunis. Mais là, stupeur, Cunégonde a vieilli, elle est laide et aigrie. Malgré cela, fidèle à ses engagements, Candide la rachète, ainsi que la vieille dame qui est encore à ses côtés, et l'épouse plus par amour que par bonté. Il renvoie aux galères le frère de Cunégonde, toujours opposé à leur mariage, puis achète un petit domaine où tous vont travailler et apprendre que le bonheur est à la mesure des efforts de chacun. Candide en arrive à la conclusion partagée par tous ses compagnons qu'il faut cultiver son jardin. Ainsi s'achève sur cette morale le conte et l'apprentissage du jeune Candide. François-Marie Arouet, dit Voltaire, est né à Paris le 21 novembre 1694. Fils d'un notaire, il est élevé chez les jésuites au futur collège Louis le Grand, qui vont lui apporter une solide formation de rhétorique et de philosophie. À sa sortie du collège, il s'inscrit à l'école de droit de Paris et commence à fréquenter les salons littéraires et mondains de la capitale, où il peut faire étalage de ses talents de contradicteur et de provocateur. Il n'a pas encore 20 ans, mais son esprit frondeur et son goût de la discussion sont fort appréciés de la société libertine qu'il fréquente. Ses études de droit terminées, il part à La Haye en tant que secrétaire d'ambassade. Mais il est rapidement contraint au retour, chassé par l'ambassadeur pour avoir séduit une jeune huguenote. De retour en France, ses écrits sur les amours incestueuses du régent le duc d'Orléans le font emprisonner 11 mois à la Bastille. À sa sortie de prison, il connaît son premier succès avec sa tragédie Oedipe qu'il a commencé à écrire pendant sa captivité. Son père meurt et il hérite d'une confortable fortune qui, conjuguée à son sens des affaires, va le mettre à l'abri du besoin durant toute sa vie. Nous sommes en 1726, il a alors 28 ans. Pour avoir ridiculisé par un bon mot le chevalier de Rohan, lieutenant général du roi, il subit une bastonnade. Afin d'éviter un duel, la puissante famille de Rohan fait éditer une lettre de cachet et Voltaire est emprisonné pendant 2 semaines. Il en ressent une très grande injustice et cet épisode de sa vie va être fondateur de son engagement à réformer la justice et la société. Contre la promesse de quitter le pays, il est libéré et s'exile en Angleterre où la liberté d'expression est plus grande qu'en France. Au contact des philosophes d'outre-Manche, en particulier John Locke, il va découvrir la tolérance religieuse et s'engager dans une philosophie réformatrice de la justice et de la société. Après 2 ans et demi d'absence, il rentre en France, où il publie « Histoire de Charles XII », qui est une critique de la guerre. Le gouvernement de Louis XV ordonne la saisie de l'œuvre, qui circulera néanmoins clandestinement. En 1734, l'édition des Lettres philosophiques, qui dénoncent l'intolérance et l'oppression qui règnent dans la société française, provoque un
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.